Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine afin d'éclairer comme toujours le symbolisme planétaire d'un point de vue mythologique, d'un point de vue archétypal. Donc cette semaine, on va essentiellement regarder comment la pleine lune en Gémeaux vient éclairer l'axe de la connaissance, l'axe Gémeaux-Sagittaire, comment ces signes aussi sont complémentaires, quelle est peut-être la dimension plus profonde de cette pleine lune, avec la configuration particulière, c'est que Mercure, qui régit le Gémeaux, vient de sortir de sa rétrogradation et il sort, j'allais dire, de cette rétrogradation dans le signe du Scorpion. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que entre le Gémeaux et le Scorpion, ils sont reliés par ce qu'on appelle un quinconce. Alors même si la Lune n'est pas forcément en quinconce avec Mercure au niveau des orbes, les quinconces, c'est des aspects qui étaient appelés aussi dans l'astrologie ancienne un aspect d'aversion, c'est-à-dire que les planètes ont du mal à se voir. Pourquoi? Parce qu'elles sont, on pourrait dire, si on extrapole, enfin c'est même pas extrapoler, c'est comme j'aime beaucoup à le faire et c'est aussi ma manière de transmettre, comment on prend une technique qui nous vient de l'astrologie ancienne, de 2000 ans d'astrologie, et puis on essaye de voir au niveau de sa symbolique archétypale, en lien avec l'approche jungienne, pour aller vers la totalité, pour réunir toutes les parties de nous-mêmes. Généralement, entre le Gémeaux et Scorpion, on a des énergies qui ont du mal à s'entendre. Pourquoi? Parce qu'elles ne se voient pas. Vous avez quelque part le dilemme philosophique de la quête de la légèreté, de mouvement, de vie, d'altérité, d'aller aussi en superficialité, on pourrait le dire, dans le Gémeaux, alors que le Scorpion va nous évoquer la profondeur, la plongée dans l'obscurité, dans les mystères de ce qui est caché, dans l'intensité, dans le tabou, dans le secret, et aussi pour les anciens, dans quelque chose où il y a moins de lumière, donc il y a moins de vie. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a une pleine lune en Gémeaux qui éclaire aussi d'un point de vue émotionnel, le lien vraiment difficile d'ailleurs pour les natifs de la Lune en Gémeaux, penser nos émotions ou sentir nos pensées, c'est quelque chose de pas évident, hein. C'est toujours le défi de ce placement-là. Mais là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière suite à la traversée de Mercure, justement pour une partie en tout cas de sa rétrogradation dans un signe qui lui a demandé de descendre, d'aller rencontrer peut-être des informations qui avaient été cachées, des prises de conscience. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un message qui vient de nos profondeurs et qui est mis en lumière par le filtre cette semaine d'une lune en Gémeaux qui me fait penser un peu à une poétesse du zodiaque, vous savez, qui aurait envie, connectée à son émotionnel, connectée à cette information que lui a transmise Mercure, hein, parce que Mercure c'est le messager des dieux, bah peut-être d'en faire quelque chose, d'oser l'exprimer, d'oser le partager à d'autres, d'oser aussi se réconcilier avec des parties de d'elle-même qu'elle a du mal. Alors je dis du mal, je genre parce que là je parle de la lune comme poétesse du zodiaque dans cette configuration-là. Et d'habitude, elle va plutôt dans une quête de légèreté, d'extériorité. Et là, Mercure lui a fait connecter peut-être à des émotions beaucoup plus denses, à des informations qui viennent vraiment de ses tripes et qui sont importantes à faire remonter à la surface. Pourquoi? Parce que dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, vous avez en face le Sagittaire qui va nous permettre de métaboliser du sens, de tirer la flèche, hein. Et quelque chose qu'on pourrait aussi regarder, c'est que pour la flèche soit tendue, elle est quand même toujours tendue en étant connectée au passé, on pourrait dire, à ce qui est en arrière, à ce qui est symboliquement et aussi été dans l'ombre, et qui, quelque part, demande à être regardé pour être sûr que le sens ou la direction qui va être métabolisée dans tout le mois du Sagittaire, lorsque la conscience solaire éclaire ce signe, ne vient ni d'une fuite, ni d'un évitement de ne pas être allé regarder ce qui ne va pas, et qui va aussi, et c'est souvent le défi du Sagittaire, et c'est aussi quelque chose un petit peu qu'on oublie dans le Sagittaire, dans sa dimension plus ésotérique, où il est régi par Gaïa. Donc il y a quand même cette connexion aussi avec cette terre, avec cette matière, avec quelque chose qui lui permet aussi, du coup, d'ancrer tous ses projets et ses visions dans une forme de constance et pas dans des espaces très lointains, un petit peu déconnectés du réel. Il y a aussi quelque chose, je trouve, qui est assez beau. Alors,
dans cette symbolique du Gémeaux, j'ai parlé, vous pouvez écouter le podcast qu'on a fait avec Sophia sur Alchimie du ciel, vraiment pour le mois de décembre, où j'évoque plus aussi la symbolique de cette lune en lien avec Uranus ensuite, qui arrivera en Gémeaux. Donc, pour vous proposer aussi d'écouter quelque chose de différent, je vais amener peut-être aussi d'autres informations, mais il y a quelque chose en commun. Dans le signe du Gémeaux, il y a cette symbolique de la dualité, et pour moi, il y a toujours aussi la quête, quelque part, on pourrait dire, de la Trinité ou de l'éternité, mais il y a souvent cette idée du jumeau perdu, de l'âme sœur. Vous retrouvez aussi pareil, hein, la régence ésotérique du Gémeaux attribuée à Vénus. Hein. Donc là, Vénus, on le verra, qui est rentrée en Sagittaire, même si je suis un peu je mélange un petit peu la chronologie des événements, mais je trouvais que vraiment c'était cette pleine lune qui avait de la densité symbolique, en tout cas cette semaine. Donc c'est vrai que dans le signe du Gémeaux, vous allez toujours rencontrer cette quête de la polarité, cette quête de quelque chose qui nous manque, hein, de cette altérité perdue. Et je trouvais que pour illustrer la, la symbolique donc, de cette pleine lune en Gémeaux avec Mercure qui sort de la rétrogradation en Scorpion, vous pouvez aller chercher du côté de l'astrologie égyptienne où le signe des Gémeaux était représenté par deux étoiles, enfin, en tout cas il signifiait deux étoiles, mais qui signifiait Pimaï, qui voulait dire uni. Et d'ailleurs, quand vous regardez, si vous pouvez aller au Louvre, regardez le zodiaque de Dendera, vous allez voir que le signe du Gémeaux, il est représenté par un homme et une femme, et dans cet homme et cette femme, donc on peut y voir la symbolique de vouloir réconcilier les opposés en nous. Donc il y a le point de vue masculin et le point de vue féminin. Mais dans l'astrologie égyptienne, il y avait aussi euh, ce rituel quelque part qui était réalisé par le pharaon pour réunir les deux terres, mais aussi pour dépasser quelque part le conflit qui est souvent illustré par Horus et Seth. Hein. Donc vous savez, Horus, c'est le dieu faucon qui allait représenter plus aussi la conscience solaire, la lucidité, l'ordre et la structure sociale. Donc il a quelque chose, on pourrait dire, de plus lumineux. Et Seth va représenter le domaine de l'inconscient, des pulsions, de la force brute, du besoin de se rebeller, de briser les tabous, de quelque chose de plus sauvage. Et ça me faisait penser aussi à la symbolique de cette pleine lune, où il y a une invitation quelque part à se réconcilier avec un Mercure qui est porteur d'un message qui peut venir du domaine d'Hadès, qui peut venir du domaine de Seth, c'est-à-dire qui nous parle de quelque chose qui était plus enfoui, qui était peut-être plus boueux. Euh, et il va y avoir cette idée de la réconciliation entre les Gémeaux. Alors ça, vous le retrouvez dans tous les mythes, hein, d'ailleurs, qui sont liés en Gémeaux, que ce soit Castor et Pollux, d'un point de vue plutôt du jumeau humain et du jumeau divin. Mais là, je trouvais que dans la symbolique de cette pleine lune, il y avait aussi se réconcilier peut-être avec le double, ou en tout cas, vous savez, d'habitude, ce qu'on refoule, cette partie de nous-mêmes qui est moins agréable à regarder, qui peut être aussi les messages, hein, parfois, qui nous viennent, surtout dans le signe du Scorpion, c'est nos obsessions, nos fixités, nos entêtements mentaux, nos pensées beaucoup plus désagréables. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui nous invitait dans cette pleine lune à voir comment cette partie, on pourrait dire plus obscure, qui fait partie du jeu de la dualité, hein, d'osciller entre les deux, bah, c'est nécessaire quelque part aux lois de la vie. Et qui incarne les lois de la vie, bah, c'est le Sagittaire qui accorde ces grandes lois. Et donc, il y avait une invitation, je trouvais, à alchimiser quelque part cette dualité entre nos contradictions, entre le masculin et le féminin, entre l'ombre et la lumière, entre ce qui est bien de penser et ce qui est peut-être plus inacceptable. Et avec la lune en Gémeaux, bah, comme je vous le disais, peut-être en reprenant cette poésie ou cette poétesse du zodiaque, il y a cette invitation à libérer la parole, peut-être d'une manière beaucoup plus légère que si on incarnait vraiment le scorpion, hein, c'est-à-dire peut-être d'oser parler de choses graves avec légèreté ou de choses légères avec gravité. Vous savez, il y a quelque chose qui est un petit peu inversé, il y a un jeu. Et je relisais pour préparer la vidéo le livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Aux sources de la vie psychique d'Éric Beru. Et il cite à un moment donné, alors j'ai pas noté c'est Étiologie de la psychose, mais j'ai pas noté le nom du psychanalyste qui avait remarqué que les psychoses, en tout cas c'est ce que fait
le lien dans le livre avec Éric Béru, que les psychoses, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas forcément, en tout cas d'un point de vue astrologique, du domaine forcément lunaire ou de la Lune ou de nos attachements, mais sont vraiment de l'ordre de la sphère justement d'un Mercure en Gémeaux. Et c'est, vous savez, l'impossibilité de pouvoir se dire, la sensation de rester enfermé justement dans le monde du Scorpion, donc être pris dans des choses qui sont inconscientes, pardon, dans nos obsessions, dans nos troubles, peut-être même au niveau psychique qu'on a envie de refouler, qui ne sont pas acceptables et qui vont quelque part nous enfermer, car il y a cette impossibilité de communiquer. Et peut-être, je vous le répète souvent, on est tous des Baudelaire à ce moment-là et on va devoir faire de l'or, de justement de tout ce qu'on a refoulé, où ça fait penser aussi à cette citation de Christian Bobin, vous savez, tous les mots que l'on ne dit pas vont se transformer justement en mots et vont aller crier à l'intérieur de notre âme. Et je trouvais qu'il y avait une symbolique dans cette pleine lune comme une invitation euh, à réconcilier ces parties-là et peut-être à oser dire ses secrets, oser dire ses vulnérabilités, oser dire nos hontes, peut-être les poétiser avec le Gémeaux. Moi, je trouve vraiment que le Gémeaux, dans sa beauté initiatique, il a à la fois la dimension de passeur, de canal, d'oracle, mais il a aussi vraiment cette dimension de pouvoir être un joueur de mots, un poète qui vient connecter le ciel et la terre, connecter l'impur et le pur, connecter l'ombre et la lumière, et de pouvoir intégrer tout ça en utilisant le verbe. Et il peut y avoir peut-être la sensation pour beaucoup d'entre nous que le verbe dans cette pleine lune peut libérer. Alors si on ne trouve pas l'altérité dans la camaraderie, la fraternité, pour pouvoir le dire, qui est l'axe du Gémeaux, il y a peut-être une invitation à l'écrire, à le déposer sur le papier. Et vous savez, il y avait quelque chose aussi qui est très beau, que moi j'utilise beaucoup, qui vient d'Éric Béru, rendre honneur à tous nos pères, enfin à tous ceux qui nous ont tellement enseigné et tellement enrichi aussi notre expression de l'astrologie. C'est le fait qu'Hermès, donc Mercure, dans un passage de l'hymne d'Hermès, il va diviser la vache sacrée, en 12 parts égales. Et la symbolique, c'est cette idée qu'il faut rendre hommage à chacune des divinités olympiennes et que la fonction aussi de Mercure, c'est d'honorer. Pourquoi il est capable d'honorer Mercure? Parce que c'est aussi vraiment Mercure, là, dans sa dimension du Gémeaux. Il est tellement ouvert d'esprit qui peut accueillir quelque part le polythéisme psychique. Et je trouve là, dans notre lune en Gémeaux, qui est la difficulté de comment nos émotions peuvent devenir des verbes et que ce verbe va nous libérer, il y a cette invitation à honorer toutes les facettes, c'est-à-dire toutes les divinités qui règnent à l'intérieur de nous, même les sept, même ceux qu'on aurait envie de refouler, même ceux que peut-être Mercure rétrograde nous a montré qu'ils étaient toujours existants et toujours présents. Et il y a cette idée aussi que dans l'horizontalité du Gémeaux, dans cette capacité, vous savez, de reconnaître toute altérité dans un niveau horizontal, il nous permet quelque part aussi de ni valoriser l'extrême lumière, et là d'être un garde-fou à l'ombre du Sagittaire, puisqu'on sait que l'ombre du Sagittaire, si je joue avec ma métaphore d'Horus et Seth, ce serait un Horus qui serait un peu dans l'hybris, c'est-à-dire la conscience solaire enflée d'elle-même, qui devient une quête absolue de la vérité, qui devient une façon, peut-être même, on pourrait le dire, si on utilise l'astrologie, de vous dire il n'y a que l'astrologie ancienne, il n'y a que l'astrologie jungienne, il n'y a que l'astrologie humaniste, il n'y a que l'astrologie évolutive, et ces guerres de chapelle que je trouve complètement inutiles, et tous les endroits où on s'est enfermé dans des représentations du monde, où on a peut-être, pour reprendre l'analogie du polythéisme psychisme, où on a dit tel Dieu devait régner dans mon panthéon intérieur, donc ne rendre allégeance qu'à Vénus, ne rendre allégeance qu'à Pluton, donc ça c'est un petit peu plus difficile, ne rendre allégeance qu'à Neptune. Et là, vous avez dans cette lune en Gémeaux, quelque part donné une voix à toutes les facettes, à toutes nos divinités, à toutes nos expressions archétypales pour trouver cette flèche qui tend vers l'unité. Donc on retrouve d'ailleurs ce que disait Jung en lien avec l'astrologie, c'est que vous avez un panthéon
dans votre thème de naissance de toutes les différentes facettes qui vous colorent et qui vous habitent. Et je trouve qu'il y a une occasion vraiment au moment de cette pleine lune de leur donner une voix avec simplicité, avec légèreté, avec mouvement, pour voir pas comme ça nous disperse et on a l'impression d'être des êtres fragmentés. Là, on serait vraiment dans l'ombre du Gémeaux qui euh, aurait l'impression de tellement avoir de facettes de lui-même qu'il n'arrive pas à trouver une direction cohérente. Non, non, c'est pas du tout le but. Là, c'est vraiment de pouvoir donner une voix parce que vous savez que chaque voix, que chaque note est importante pour créer une symphonie. Donc, si on veut créer notre propre symphonie, et pour reprendre le fil de ce que je disais, euh, le Gémeaux, il vient justement toujours mettre de la nuance et aussi être le porte-parole, peut-être, surtout après Mercure rétrograde, des voix qu'on avait oubliées dans notre inflation un petit peu du Sagittaire. Si on était dans le Sagittaire, où on se disait, c'est que par là, c'est que l'unique vérité. Alors ça dépend, vous avez du Sagittaire, on ne peut faire les choses que comme ça. Hein. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette invitation à réintégrer les choses. Il y a aussi un petit côté avec Mercure en Scorpion, la Lune en Sagittaire, pardon, la Lune en Gémeaux, le Soleil en Sagittaire. Vous avez aussi le Mercure toujours un petit peu trickster qui vient nous jouer des tours, qui vient être un petit peu filou, qui vient nous rappeler aussi que si on n'est pas capable d'accepter la contradiction ou d'accepter ce qui est tabou, on est peut-être un petit peu dans l'ombre du Sagittaire. Il faut savoir aussi que avec le passage de Mercure qui va être ensuite en trigone à Saturne et en trigone à Jupiter, on finalise un petit peu le grand trigone d'eau qui a eu lieu. Donc il y a aussi une pleine lune qui marque une culmination aussi peut-être d'une compréhension de toutes ces émotions qu'on a pu ressentir, de tout ce flou, de tout cet excès d'eau. Et là, il y a cette invitation à en faire quelque chose, même si on le verra, et je vous fais un petit peu ce qu'on a anticipé aussi de ce qu'on a dit avec Sophia, hein, toute la particularité de toutes les planètes qui vont rentrer dans le Sagittaire, c'est qu'elles vont passer en carré à Saturne et à Neptune. Donc on n'est pas non plus dans... oui, on est dans le Sagittaire, on est dans la libération, il y a cette demande aussi, il y a cette mise à l'épreuve, cette mise, j'allais dire, en exigence de mettre les choses dans la matière. Et quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être désincarné ou juste très loin, très là-haut, qui serait l'ombre du Sagittaire, mais qui nous oblige à être vraiment aussi très présent. Cette semaine aussi, on a Vénus qui est rentrée, donc dimanche, vous voyez, je fais un petit retour en arrière, en Sagittaire. Donc Vénus en Sagittaire, elle n'a pas vraiment de dignité, c'est-à-dire qu'elle est ni en chute, ni en exaltation, elle est ce qu'on appelle pérégrine. Elle est toujours, par contre, dans le domicile céleste de Jupiter. Donc là, c'est intéressant, on va dire, petite capsule sentimentale, amoureuse. Alors, c'est une facette, pour ceux qui me connaissent plus intimement, qui sait que j'aime beaucoup faire des synastries, euh, tout ce qui est l'expression amoureuse, mais j'ai jamais osé encore, donc peut-être Mercure va m'y amener, et puis si vous êtes aussi d'accord, j'aimerais faire d'une manière toujours pareil, symbolique, archétypale, un petit peu une atmosphère planétaire de euh, les expressions qu'on pourrait avoir chaque mois ou chaque semaine en fonction de Vénus en lien avec l'amour, un peu une, comment on pourrait dire, de tisser du sens avec les planètes, mais pour nos vies amoureuses, artistiques, enfin pour le lien affectif, mais sans tomber. Et c'est ça que peut-être il me manque encore l'information qui va venir pour que ça reste toujours quand même porteur de sens et que ça tombe pas dans est-ce que vous êtes compatible avec tel signe. Mais en tout cas, Mercure en Sagittaire, si on la voit un petit peu comme un baromètre de ce qu'on pourrait venir expérimenter dans nos relations affectives, alors il y a Junon qui est en Sagittaire. Hein. Vous savez, Junon, c'est l'astéroïde qui est la gardienne des engagements. Donc c'est intéressant parce que Junon en Sagittaire, elle est dans le domaine de Jupiter, donc de son mari, de Zeus, et dans la mythologie, on pourrait dire qu'ils ont un dilemme qui leur permet de rester en lien. Donc là, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, la mythologie de Junon, pour moi, une des dimensions, j'allais dire, que va nous montrer cette mythologie où elle reste fidèle à un époux qui est infidèle et elle tient le lien, c'est aussi qu'elle perd son propre sens de son expression singulière. Il y a un mythologue qui s'appelle Kérénie qui dit que Junon ou Héra
son plus grand problème, c'est pas tant les infidélités de son mari que sa très grande fidélité au rôle d'épouse. Symboliquement, ça veut dire justement qu'elle a oublié les autres expressions de son féminin. En termes astrologiques et des astéroïdes, elle a oublié Vesta, qui lui permettent d'être gardienne du centre. Elle a oublié Pallas Athéna pour sentir qu'elle a un projet personnel qui l'anime. Elle a oublié Cérès de nourrir d'autres parties d'elle-même ou de son lien à la Terre. Donc je trouve que c'est intéressant, que ce soit Vénus en Sagittaire ou que ce soit Junon en Sagittaire, hein, surtout que dans le mandala des astéroïdes du féminin, Junon est une expression de Vénus. C'est comme si l'introduction des astéroïdes en astrologie a permis d'amplifier la symbolique de Vénus et de la Lune. Et là où pareil, des fois il y a une guerre des chapelles où on vous dit oui, mais les astéroïdes ça sert à rien. Non, en fait c'est que c'est comme toujours, ça vient enrichir le symbolique, mais ça ne vient pas vous dire que c'est mieux ou qu'il faut telle ou telle technique. C'est que jusqu'à présent, vous aviez dans le panthéon intérieur du thème astral, Vénus et la Lune féminine, et quand on rajoute surtout les 4 principaux astéroïdes, vous avez une amplification qui vous permet quelque part d'être plus juste dans l'interprétation de certaines figures archétypales ou de certaines dimensions du féminin. Donc là, pour revenir à l'interprétation de Vénus en Sagittaire et aussi de Junon en Sagittaire, je sais qu'il y a aussi Mars en plus, hein, donc il y a les amants cosmiques co-présents dans le même signe, on peut avoir l'envie d'élargir justement nos visions de l'amour, nos visions des relations, d'aller au-delà des frontières du connu. Donc pour certains, c'est littéralement, hein, en sentant qu'il va falloir qu'on se déplace de ce qu'on connaissait pour aller adopter une philosophie ou une manière de voir nos engagements relationnels qui nous est plus propre. Peut-être que justement, la pleine lune va être l'occasion de nous rappeler qu'on avait oublié une divinité à l'intérieur de nous, qui nous manquait quelque part une Vesta, un retour au feu sacré, qui nous manquait un projet créatif qui nous anime, pardon. Qu'en tout cas, il y a un besoin de ce sens, mais ce sens va toujours venir de dépasser les frontières du connu sans pour autant nous enfermer dans une autre totalité. Donc, une invitation à l'exploration, une invitation au feu, une invitation aussi à faire l'expérience. Hein. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est aussi un axe, je trouve, d'hypothèse, d'expérience. Et moi, j'aime beaucoup le voir comme ça, dans cette idée que le Gémeaux nous invite à faire des hypothèses, pour valider ou pas le sens qu'on a envie de donner aux choses au Sagittaire. Mais du coup, l'erreur, l'errance, l'obstacle, les détours font partie de cette exploration. Et je trouve que ça allège les choses. Hein. Donc là, il peut y avoir aussi cette invitation à justement faire des hypothèses en Gémeaux de quelles sont les parties qu'on a pu oublier, qu'est-ce qui nous manque pour vibrer à nouveau cette Vénus de feu, pour sentir qu'il y a du sens dans nos relations, qu'il y a du sens dans l'expression artistique et qu'il y a du sens dans l'expression amoureuse. Et aussi, surtout, quand elle est en Sagittaire et que Jupiter est en Cancer, il peut y avoir plus subtilement un lien d'aller observer les vérités qui viennent de nos attachements, de nos familles, de l'empreinte familiale. Vous savez, les modèles avec lesquels on s'est construit et qui font que, alors ça s'exprime aussi dans notre thème, quelque part on a une tendance à érotiser une certaine dynamique relationnelle, mais qui vient plutôt d'un dysfonctionnement. Hein. Je vous prends un exemple astrologique. Si vous avez Vénus-Saturne dans votre thème, inconsciemment, il est possible qu'on érotise la distance ou la froideur dans l'expression amoureuse. Et il va falloir rencontrer Saturne en nous, c'est-à-dire cette maturité, cette verticalité, pour pouvoir aussi peut-être rencontrer l'expression peut-être plus lumineuse de Vénus-Saturne, qui serait l'amour avec maturité, mettre le temps, la patience, la structure, pas comme des j'allais dire des antidotes à la passion, si un petit peu, mais ne pas les voir justement comme à l'opposé de la passion amoureuse, mais comme étant peut-être justement des antidotes à l'excès de passion amoureuse. Donc voilà, tout ça est toujours passionnant, moi je trouve, et en tout cas je me régale toujours de vous préparer ces vidéos. Donc je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, j'y réponds toujours un petit peu en retard, mais j'y réponds toujours. Je vous invite aussi, si vraiment vous avez envie d'approfondir l'astrologie dans ce que vous voyez que je vous présente, c'est-à-dire les mythes, l'expression archétypale, être plus précis dans votre technique. Donc le cursus d'1 an recommence
au mois de mars avec des cours gratuits en janvier, février pour ceux qui se lancent dès à présent. Et pour ça, j'aime bien, je trouve que la meilleure moyen de vous le transmettre, c'est vraiment d'un point de vue individuel. Donc, je vous invite vraiment, je vous laisserai le lien pour mon numéro de téléphone et pour prendre rendez-vous. Et aussi, je propose toujours, depuis 2017, j'ai regardé, je propose toujours une séance qui s'appelle Dessiner 2026, là pour le coup, en alignement avec les étoiles. On va vraiment regarder d'un point de vue archétypal quelles sont les différentes énergies qui vont vous accompagner. Donc, on va regarder vraiment ce qu'on appelle vos transits, mais aussi, j'aime bien regarder ce que font les astéroïdes, j'aime bien regarder la révolution solaire, enfin quelque chose de très complet pour que vous ayez un petit peu une feuille de route de comment justement danser avec l'année qui s'ouvre, qui est riche en plus en changement. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.